Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui sont présents. Je vois que toutes les chaises sont remplies. On est ravis de vous accueillir. Bienvenue aussi à tous ceux qui se connectent aujourd'hui derrière leur écran pour assister à cette table ronde sur comment faire de la France un tremplin pour l'international quand on veut changer d'échelle dans le cadre de la santé numérique. Je m'appelle Alexandra de La Fontaine, je suis CEO de Ludocare et je suis très honorée d'animer cette table ronde aujourd'hui avec vous et nos invités prestigieux. Madame Isabelle Adno, vous êtes présidente de la CNEDIMS. La CNEDIMS qui est la commission qui évalue les dispositifs médicaux à destination des patients. Et si je ne me trompe pas, votre volonté est de faire en sorte que toute l'innovation arrive dans les mains des patients, toute l'innovation vérifiée, validée. À nos côtés, nous avons Monsieur François Crémieux. Vous êtes directeur général de l'APHM, donc l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, et vous accompagnez très régulièrement les équipes de la BPI et les entrepreneurs dans le cadre du lancement des innovations en santé numérique. Nous avons aussi Pierre-Yves Frouin qui est le CEO d'une très belle start-up. On parle encore de start-up, BioSerenity. Vous êtes l'un des pionniers dans le domaine de la santé numérique avec une offre très complète du dispositif, de l'applicatif, de l'intelligence artificielle, mais aussi des solutions numériques à destination des professionnels de santé. Vous avez un succès fabuleux et vous allez nous partager aujourd'hui quelles ont été les étapes par lesquelles vous êtes passé pour réaliser ce beau succès. Et enfin, à nos côtés, Chara Alouafi, vous êtes directrice du fonds d'investissement patient autonome de la BPI et vous êtes là pour accompagner, sélectionner les startups dans le numérique et les accompagner dans la phase la plus risquée qui est quelque part le lancement et toute la partie amont du lancement commercial. Et vous allez nous partager quels sont aujourd'hui les critères importants en termes d'investisseurs pour sélectionner les bonnes pépites qui seront, on l'espère, nos licornes de demain. Merci à tous en tout cas d'être présents à nos côtés pour échanger sur cette thématique. Alors, dans le domaine de la santé numérique et pour une start-up en santé numérique, il est très important, mais finalement comme presque toute start-up, il est très important de faire la preuve sur son marché domestique. Et dans le cadre avant de s'exporter, dans le cadre de la santé numérique, il y a de nombreux verrous, il y a des freins qu'il faut passer, des freins compliqués, parfois des freins réglementaires, mais d'autres aussi, qui font qu'aujourd'hui, on voit certains de nos entrepreneurs démarrer et lancer leurs activités en dehors du territoire national sans même avoir coché la case France. Et aujourd'hui, tout l'enjeu est bien celui-ci, est de comprendre ensemble, d'échanger ensemble sur quels sont les verrous, quels sont les freins et comment on va pouvoir aujourd'hui évoluer ensemble, les adapter pour faire de la France un tremplin qui nous permettra derrière d'atteindre les marchés internationaux et ne pas démarrer par l'international pour potentiellement revenir en France. Alors, pour démarrer, on est au sortir d'une crise, la crise du Covid qui a accéléré finalement le développement des outils numériques. Mais quelle est vraiment aujourd'hui, au sortir de cette crise, chacun de vous, votre position quant à l'importance de la santé numérique aujourd'hui ? Est-ce que vous considérez que c'est un passage obligé avec des réels bénéfices, tant pour les patients, le système de santé, ou est-ce que finalement c'est juste une évolution avec des bénéfices un petit peu à la marge ? Madame Adno, est-ce que vous voulez bien démarrer ce tour de table ? Si je reprends vos mots, c'est ni un passage obligé, ni une simple évolution, c'est une révolution. Quand on regarde la manière dont aujourd'hui nos manières de travailler, nos échanges avec chacun d'entre nous, la manière dont on s'exprime, on voit bien ce qui s'est passé dans nos vies privées. C'est évident, et dans notre travail, c'est évident qu'en matière de santé, ça va être la même chose. Donc à la Haute Autorité de Santé, on a vraiment pris en compte cela. On a notre plan stratégique qui comprend en premier plan
l'innovation en particulier du numérique. On a fait un rapport sur quelle révolution numérique en système de santé. On a créé une mission numérique au sein de la HAS. On a un responsable data. On a regardé comment évaluer l'intelligence artificielle. Bref, on en va de l'avant et oui, une vraie révolution. Merci. Pierre-Yves, vous voulez prendre la suite ? De notre côté, on voit aussi cette transformation de marché. On pense qu'elle est profonde et qu'elle va rester. Le marché de la santé, d'une manière générale, bien qu'on soit une start-up innovante, on doit suivre les mêmes règles que les autres entreprises de dispositifs médicaux. Et on voit qu'une partie des verrous qui étaient en place dus à une prudence traditionnelle, que ce soit réglementaire sur les données de santé, sur les usages, ont sauté pendant cette crise et que ces nouveaux usages vont rester et perdurer. Monsieur Crémieux. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation et pour ce débat. Moi, je suis à la fois aussi enthousiaste sur ce qui s'est passé et un peu plus précautionneux sur l'avenir. Sur ce qui s'est passé, moi, ce que j'ai trouvé passionnant en février il y a 2 ans, c'est à quel point, au moment où on a fait sauter quasiment toutes les règles administratives, réglementaires, économiques, on a pu brusquement innover à toute vitesse. Quelques exemples notamment sur le suivi des patients à domicile, ce qui était extrêmement compliqué jusqu'en février 2020 a brusquement été rendu possible le jour où on s'est plus posé la question de savoir qui payait, est-ce que c'était la ville ou l'hôpital, est-ce que c'était autorisé, est-ce que ça rentrait dans les cases ou pas, etc. Donc quand on a fait sauter toutes ces contraintes-là, on a réussi brusquement à avancer extrêmement vite et je trouve qu'en creux, ça nous dit des choses sur ce qu'il va falloir qu'on fasse perdurer dans les années qui viennent si on veut rendre l'innovation accessible à notre écosystème. Pourquoi est-ce que je suis un tout petit peu plus précautionneux? Parce que par ailleurs, ça a eu plein d'inconvénients que de faire ça. Et je pense qu'on ne peut pas le faire de manière générale, sinon on va aller devant des catastrophes à la fois peut-être sanitaires, mais également sur le plan du droit des personnes, sur le plan réglementaire, etc. Donc il va falloir qu'on trouve le juste milieu au sortir de la crise pour garder le meilleur de ce qu'on a su faire en urgence et le réadapter au fait qu'on rentre dans un état de droit avec tout ce que ça veut dire de contraintes, mais également de précautions réglementaires et autres. Merci. Alors évidemment, je rejoins en fait ce que dit Isabelle, hein, c'est une révolution et le marché s'ouvre à plusieurs titres, mais de manière en fait colossale. Et en fait, il y a l'offre de start-up, du coup, donc de solutions en santé numérique qui s'organisent pour répondre à cette demande. Nous, on a en fait le dur métier, on va dire, la dure tâche de faire le bridge entre ce besoin de marché et cette offre qui s'organise, de manière en fait à pousser sur le marché uniquement des solutions, on va dire, solides, crédibles, etc., etc., sur un marché qui reste neuf, où tous les référentiels sont à construire et on n'a pas le droit en fait à l'erreur, parce que ça voudrait dire en fait qu'en termes de signal, qu'il n'est pas possible en fait de créer de manière pérenne des entreprises sur ce type de marché. Donc on a tout un comment dire, un mécanisme de diversification. On n'a pas le droit en fait de naviguer à vue et on diversifie entre des modèles en fait de thérapie digitale, de modèles de parcours de soins qui est quand même le gros du panier, des modèles aussi de numérique. On est obligé en fait parce que nous-mêmes on a des comptes à rendre et pour certains types de solutions du type thérapie digitale, il y a besoin beaucoup d'argent et avec des sujets en fait de données, de réglementation sur la donnée et donc forcément en fait ça implique une tactique pays et tout ça en fait doit être anticipé extrêmement tôt dans la vie de la société et donc voilà, c'est un challenge. Merci à tous les quatre. Alors, Chara, vous venez de me faire la transition parfaite. Merci. Donc, on dit le marché du numérique. Oui, on a tous en tête des applications qu'on développe extrêmement vite. Mais finalement, ça reste le marché de la santé avant tout, avec un besoin de contrôle et des solutions, en effet, qui sont extrêmement différentes. Donc, on va avoir des solutions à destination des patients que l'on va mettre dans les mains des patients et où il y a vraiment besoin de venir qualifier le bénéfice clinique. Mais il y a aussi ce que vous disiez, des innovations de parcours dans le parcours du patient et aussi des innovations organisationnels qui vont venir bénéficier finalement aux professionnels de santé, aux hôpitaux et aux institutions. Beaucoup de ces solutions
doivent obtenir le marquage CE et être certifiés par des organismes qui ont cette accréditation pour le faire. Mais en effet, en fonction des solutions qu'on développe, eh bien, on ne va pas avoir les mêmes besoins et le parcours réglementaire ne sera pas le même. Madame Adno, est-ce que vous pouvez nous faire un focus, s'il vous plaît, sur les solutions qui vont dans les mains des patients? Alors, de quoi a-t-on besoin? Pour les solutions qui vont devant les patients, toute la question qu'à l'industriel doit se poser, la première, c'est est-ce que je veux être remboursé par le système de santé ou non? Le marquage CE donne une libre circulation sur l'ensemble du territoire européen, donc là, il n'y a pas de souci. La question, quand ça passe devant la haute autorité de santé, c'est que et uniquement que si l'industriel veut que sa solution soit remboursée. C'est dans cette unique raison. À partir de ce moment-là, on a un parcours qui finalement est simple. Vous avez le droit commun. Donc quand la solution est déjà bien connue, il y a des essais, il y a eu des résultats cliniques et nous on va évaluer du point de vue santé ce que ça va apporter comme bénéfice et comme amélioration par rapport à l'existant. Vous parliez de l'impact organisationnel, on en tient compte. Qualité de vie, on en tient compte. Et en fait, nous, on voit des dispositifs connectés. Ça va de l'implant cochléaire à la prothèse de genou ou à la main bionique. Ça va d'un véhicule pour personnes en situation de handicap jusqu'à un défibrillateur, un pacemaker complètement connecté. Il y a tellement de dispositifs connectés que l'on voit que nous, on n'y fait même plus attention. C'est tous les jours. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, quand on est dans l'innovation, et qu'on n'a pas encore atteint ce niveau de maturité, qu'est-ce qu'il y a? Si on remonte en amont, il y a le forfait innovation. Donc là, c'est le collège de l'HAS qui décide. Et là, il n'y a pas encore la preuve comme quoi le dispositif est efficace. On a une possibilité, une susceptibilité de penser qu'il est efficace. Donc on a déjà des prémices. Et donc du coup, le forfait innovation va prendre en charge une étude. Donc nous, on regarde le protocole et quand on valide le protocole, derrière, nous, on ne décide rien. On ne fait que prendre des avis. C'est le ministère qui décidera. Derrière, c'est la DGOS. Mais ça veut dire que le protocole, forcément, nous, puisqu'on l'a vu, si on donne un tampon, si je peux dire, en disant c'est OK, alors ça veut dire que derrière, c'est une véritable autoroute qui se dégage pour ce dispositif. Et puis, entre le forfait innovation et le droit commun, il y a encore un nouveau dispositif qui vient de rentrer. On n'a pas encore eu un seul dossier, je le signale, s'il y en a qui veulent déposer leur dossier. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le forfait innovation, on n'est pas encore dans le droit commun, on est dans ce qu'on appelle la prise en charge transitoire. Et ça veut dire qu'on n'a pas encore complètement les résultats de l'étude, mais en fait, ils vont arriver dans un an. Donc, toujours pareil, on est dans la possibilité où on pense que ça va être utile, mais on n'a pas complètement la preuve. En revanche, par rapport au forfait innovation, l'étude, elle est en cours, les résultats arriveront et dans l'année, il faut que les choses soient faites. Voilà, donc on a un cursus. Donc pour les patients, ce cursus existe. Après, il y a d'autres choses, mais qui ne sont pas prises en charge au nom de ce que nous, on appelle en France la LPPR, c'est-à-dire pris en charge pour le patient, enfin, par le système de santé. Merci beaucoup. Et donc, du coup, est-ce que le forfait innovation vient apporter quelque part une réponse par rapport à ce que Chara nous disait sur l'intensité capitalistique, les fonds dont on a besoin. Et donc, le forfait innovation, quand on est sur des choses, me semble-t-il, donc là, très, très innovantes, des patients qui, finalement, ont une pathologie extrêmement grave ou sont très en risque, sur ces pathologies-là, on peut avoir une innovation vraiment, comment dirais-je, est-ce qu'on dit disruptif, je ne sais pas, mais en tout cas tel que ce forfait innovation permet quelque part un accompagnement financier pour venir sécuriser aussi les fonds d'investissement qui derrière pourraient venir une fois qu'on a les résultats. Alors, plusieurs éléments de réponse à votre question. D'abord, quand la Haute Autorité de Santé prend une décision, enfin l'avis du collège, positif ou négatif, on fait très attention à la manière dont on le rédige. Donc même s'il est négatif, le tout est très rapide, hein, ça met 75 jours pour étudier le dossier, donc c'est excessivement rapide. Même s'il est négatif, on ne dit pas, etc. On dit bien, il s'agit d'une nouveauté, etc. Mais ça ne rentre pas dans le cadre du forfait innovation pour telle et telle raison. Mais on fait très attention parce que derrière, il y a des investisseurs.
Et il ne faudrait pas que de déposer un dossier forfait innovation avec un avis négatif enclenche derrière un refus après d'investissement. Donc ça, c'est vraiment important. Mais pour vous donner un exemple, je n'ai pas le droit évidemment de donner des noms, mais c'est public, hein, c'est sur le site de l'HAS, tout se retrouve, mais de choses totalement disruptives qu'on voit arriver. Quand vous avez un dispositif pour essayer de diagnostiquer, par exemple, l'apnée du sommeil, vous savez qu'actuellement, pour pouvoir faire ce diagnostic, grosso modo 1 an d'attente, à peu près, voire plus dans certaines régions. Et donc derrière, les traitements qui mettent plus longtemps. Là, un dispositif qui calcule avec intelligence artificielle au niveau de vibrations, etc. Je ne vais pas en dire plus. 3 jours. Et pas d'hospitalisation. Voilà, c'est disruptif. Oui, donc une innovation disruptive pour le patient, sa prise en charge et son équipement potentiellement derrière. Merci beaucoup. Pierre-Yves, est-ce que vous pouvez nous partager, vous qui êtes passé par de très très nombreuses étapes, comment vous avez géré de votre côté pour vos dispositifs, pour vos solutions, finalement cette démonstration du bénéfice clinique et toutes les étapes que vous avez réalisées en France et où est-ce que ça vous a emmené aujourd'hui, si vous pouvez nous partager un peu votre parcours dans ce cadre-là. Bien sûr, avec plaisir. Alors tout d'abord, on peut mettre un dispositif sur le marché sans qu'il ne soit remboursé et pour autant qu'il fonctionne dans le système économique français parce que le système de remboursement aujourd'hui paye les actes. Et donc si votre dispositif tombe dans un acte qui est déjà remboursé, alors c'est le cas pour BioSerenity puisque nous fabriquons des dispositifs d'électroencéphalographie, un enregistrement EEG, un enregistrement donc de l'activité électrique du cerveau, que ça soit sur 1 heure ou sur 24 heures, c'est remboursé. Et donc quand on met le dispositif lui-même n'est pas remboursé, mais l'utilisation de ce dispositif est remboursée. Et ça nous a permis d'aller très vite puisque on avait déjà des remboursements en place et donc une facilité à construire un business model, expliquer aux investisseurs, regardez, on va faire un EEG, un système d'EEG qui est bien meilleur que tous les systèmes qui existent sur le marché et on va pouvoir derrière le vendre aux hôpitaux qui eux-mêmes s'y retrouveront économiquement parlant par la génération de ces actes. Voilà. Donc ça, c'est la première étape par laquelle on est passé, construire ce business model en utilisant ces actes. Après, il y a aujourd'hui des transformations d'usage, on en a parlé, en partie liées à la pandémie, en partie liées à l'intention des pouvoirs publics et des payeurs, des assureurs ou de la sécurité sociale, de créer un modèle vertueux. On sait que les coûts de santé ont augmenté plus rapidement que le PIB dans les pays développés depuis des décennies. C'est quelque chose qui va, si on le laisse faire comme ça, arriver à une situation où on va devoir faire des arbitrages et dire bah non, ce patient, on ne peut plus économiquement porter un poids de plus en plus important pour la santé à l'infini et donc on doit faire un arbitrage. L'autre solution, c'est de se dire est-ce qu'on ne changerait pas la façon dont le remboursement fonctionne et passer d'un système où on paye au volume, c'est le cas aujourd'hui, que l'EEG il soit utile ou pas utile, on est remboursé pareil, à un système où on paye en fonction de la valeur ajoutée dans le soin de l'utilisation de ce dispositif. Et encore mieux, si on veut optimiser ça, prendre en charge l'ensemble du parcours patient et de se dire on va rembourser et non pas une utilisation, mais le guidage d'un patient dans son parcours de soins. Et ça, pour les patients qui souffrent de pathologies chroniques, dans notre cas, pour rester sur le EEG, par exemple un patient épileptique, c'est particulièrement intéressant. Et la France, là, est plutôt en pointe sur des pilotes. Alors maintenant, j'espère qu'ils vont rentrer en droit commun dans les années à venir, mais des expérimentations, notamment l'article 51, qui va permettre un remboursement qui est pour la gestion de ce parcours patient et qui est fait pour que le remboursement soit proportionnel à l'économie de coûts de santé, c'est-à-dire si vous êtes particulièrement efficace dans votre gestion de ce patient et qu'il est stabilisé le plus rapidement possible, vous allez économiser des frais d'hospitalisation, vous allez économiser sur l'impact social que ça peut avoir et ainsi ce gain il est partagé entre l'industriel et le système de santé. D'accord. Donc là, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut
est-ce qu'on peut traduire vos mots en disant donner encore plus de poids et d'impact à ce qu'on appelle le ratio bénéfice-coût? Absolument, que ça rentre non seulement en compte au démarrage dans la création de l'acte, mais aussi dans la vie du dispositif ou de la solution logicielle ou de l'application. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que, Monsieur Crémieux, vous souhaitez ajouter sur ce point éventuellement? Ce sur quoi je peux éventuellement compléter, c'est une partie du temps que je passe avec les équipes de Chara et de la BPI, c'est d'essayer d'amener les entrepreneurs dans le champ de la santé à comprendre vraiment ce que sont les enjeux du monde de la santé, qui je crois sont très différents de ce que peuvent voir l'ensemble des autres industriels ou porteurs de projets qu'il y a dans cette salle aujourd'hui. Le premier sujet, pour rebondir sur le point précédent, c'est la notion de bénéfice et de risque. Il faut qu'on ait en tête le fait que dans le champ de la santé, on traite le plus souvent de personnes malades, parfois de personnes bien portantes pour essayer d'éviter qu'elles tombent malades, mais globalement quand même, l'enjeu majeur, c'est de prendre en charge des personnes malades. La notion de bénéfice et de risque, elle est évidemment une question d'abord de sécurité stricte, vérifier que l'EEG produit un signal qui est de bonne qualité et qu'il est de sécurité, ce qui est vrai de l'EEG, est vrai de la montre connectée, est vrai des équipements qu'on utilise dans les hôpitaux, etc. Mais au-delà de cette question de stricte sécurité, la question du bénéfice et du risque, elle est plus subtile que ça. Est-ce que par exemple le fait qu'un insuffisant cardiaque chronique puisse être suivi à distance pour une partie de sa pathologie qui va peut-être faire que cette personne va moins venir voir un cardiologue et donc va avoir moins d'échanges avec le cardiologue sur d'autres sujets qui entourent sa pathologie, son histoire de vie, etc. Est-ce que là, il n'y a pas un risque indirect au fait qu'on a réussi à la fois à améliorer une pathologie ou un symptôme particulier, au risque éventuel d'avoir dégradé pour cette personne dans la durée ou dans sa prise en charge globale d'autres éléments de risque? Et puis il y a des éléments de bénéfice individuel et de risque collectif. Si demain on bascule tous les services de cardiologie par exemple, je caricature, mais en télécardiologie, est-ce qu'on ne risque pas à la fois d'améliorer la qualité du suivi d'un petit nombre de patients, de détériorer la qualité de suivi d'un grand nombre d'autres patients et finalement de passer à côté d'un des enjeux de bénéfice collectif qui est la réduction des inégalités de santé? Je fais partie de ceux qui plaident pour que dans notre pays aujourd'hui, l'enjeu principal ne soit pas d'améliorer l'état de santé moyen, il est déjà très bon. On est déjà un pays dans lequel on est globalement en très très bonne santé. Le problème qu'on a, c'est que les inégalités de santé sont très importante entre ceux qui sont globalement en bonne santé et qui vont vivre avec une espérance de vie assez élevée et ceux qui vont mourir nettement plus jeunes. Donc la notion de bénéfice et de risque, elle est à la fois sur la stricte sécurité d'un produit que vous seriez amené à mettre sur le marché, elle est sur le bénéfice un peu plus global et le risque un peu plus global pour la personne, et puis il peut y avoir des enjeux un peu plus d'ordre un peu plus sociétaux. Et puis le deuxième sujet qu'on est habitué à traiter dans le champ de la santé, c'est à la fois, et vous venez de le dire, le bénéfice et le risque, et puis le bénéfice et le coût qui sont afférents. Or, le coût qu'on dépense pour notre santé, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous pensons, c'est pas ce que vous décidez de dépenser pour votre santé. Pour votre bien-être, c'est vous qui décidez. Vous voulez vous payer du sport très cher, vous payez du sport très cher. Vous voulez partir en vacances longtemps pour vous reposer, vous partez en vacances longtemps pour vous reposer. Vous voulez prendre du temps pour vous, vous le faites. Dans le champ du bien-être, vous êtes les principaux décideurs de la part de votre richesse personnelle que vous consacrez à votre bien-être. Dans le domaine de la santé, c'est pas le cas et c'est pas le cas du tout. La contrepartie, c'est que le collectif va prendre en charge votre mauvaise santé et vos soins quand vous en aurez besoin. Et donc cet enjeu du coût et du bénéfice qui y sont associés, c'est un enjeu à la fois pour chacun des produits, des objets, des applications, des médicaments qu'on met sur le marché, mais c'est aussi un enjeu sociétal de savoir si quand on apporte un nouveau produit sur le marché qui est utile, est-ce que par ailleurs il n'a pas un coût qui fait que sur l'ensemble du système, on vient déstabiliser un peu notre équilibre national qui est 11 ou 12% de notre richesse collective consacrée à la santé. J'insiste sur ces deux points-là. Il faut qu'on partage nos cultures pour que ceux d'entre vous qui connaissent mal le monde de la santé mais qui avaient des idées géniales à lui apporter, ayez vraiment bien en tête les enjeux autour du bénéfice et du risque individuel et collectif et du bénéfice et du coût individuel et collectif. Chara, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, pardon. En fait, disons que nous, on s'intéresse en tant qu'investisseurs à des sociétés extrêmement jeunes. Et qui dit extrêmement jeune veut dire extrêmement risqué. Et c'est vrai que des fois, on se sent extrêmement seul. Évidemment, en fait, c'est une capacité en fait, à se projeter sur, en fait, on garde quand même on va dire, des espèces de dénominateurs, des points importants. Cette capacité vraiment à transformer les choses, elle est clé pour nous.
c'est pas en fait des petites innovations en fait qui impactent faiblement, et ça doit être extrêmement transformant. Et des acteurs comme Isabelle et François, pour nous, sont très importants pour pouvoir en fait valider en fait cet accès au marché possible. Des fois, c'est vrai qu'on sent de la frilosité. On sent qu'il y a un besoin. Disons que à la fois en fait, on a deux chronologies de temps. On a une chronologie de temps en fait où il faut aller très très vite. Et une chronologie de temps en fait où ça va très très lentement. Et très très lentement parce qu'il y a un besoin de conduite de changement qu'il faut qu'on respecte aussi, mais du coup qui freine la dynamique en fait de croissance rapide, d'accélération que nous on soutient. On demande typiquement en fait d'accélérer tous les business plans pour maximiser en fait les tours de table et on ne sait pas en fait dans 2 ans qu'est-ce qu'on va devenir. La crise n'a pas été anticipée on va dire en juillet 2020. On ne savait pas en fait ce qu'on allait vivre. Donc du coup en fait quand on nous parle en fait d'un BP à 2 ans, on se dit bon bah il faut peut-être en fait tout faire maintenant et peut-être en fait pousser les sociétés à acheter des briques qui leur manquent plutôt en fait que de tout faire en interne parce qu'on ne sait pas. Et donc on n'a pas peur en fait d'augmenter la taille des tours. Ce qu'on a peur en fait c'est de dégrader notre argent. Et pour ça on a besoin absolument en fait d'être avec les donneurs d'ordre un peu sur le même bateau en tant que cette fameuse gestion du risque pour vraiment ne pas se tromper. Merci beaucoup. Mais alors moi, si je résume bien, Monsieur Crémieux, votre approche est super intéressante parce qu'elle est très très globale et finalement, elle prend en compte les besoins de la société dans sa globalité. Donc vous avez cette vision-là. Mais finalement, Pierre-Yves, comment est-ce qu'on arrive à réconcilier ces deux mondes quand on est un entrepreneur, qu'on nous demande d'apporter des bénéfices, en tout cas des preuves de bénéfices cliniques, certes, mais donc sur une étude et une population relativement encadrée, de calculer des bénéfices coûts, mais une fois de plus, certainement sur une population encadrée. Est-ce que vous pouvez nous partager quelle a été un peu votre démarche et votre stratégie clinique en France notamment ? Oui, alors on a une stratégie qui a été bien sûr d'aller chercher de la validation clinique, de faire des essais cliniques, de valider Alors les essais cliniques, ça coûte très cher. Donc dans le domaine, alors déjà on a besoin effectivement de capital risque et on a besoin d'être financé avec en plus un horizon à long terme parce que c'est pareil, un essai, le temps qu'il se fasse avec une issue incertaine et qu'on publie le résultat, il se passe du temps et ça coûte très cher. Donc on a essayé de faire dans notre cas 2 choses. La première chose, des essais cliniques, mais avec des cohortes de patients de taille raisonnable qui fait qu'on limite les coûts et donc les calibrer sur un niveau qui soit satisfaisant, mais pas forcément énorme. Dans un deuxième temps, un engagement qui est pris auprès à la fois des organismes notifiés et des acheteurs de suivre, parce que les dispositifs sont connectés, le déploiement une fois que le dispositif est sur le marché. Et donc de vérifier que ce qu'on a observé dans l'essai clinique, il continue à être observé une fois que le dispositif est sur le marché. Enfin, la validation clinique, c'est une chose, mais en fait, vous pouvez avoir un dispositif, s'il est pénible à déployer, s'il prend du temps aux médecins ou au personnel de santé d'une manière générale, vous pouvez avoir un dispositif qui est génial mais qui n'est jamais utilisé parce que c'est lourd et qu'on a déjà des soignants qui sont surchargés et qui ont des journées pleines. Donc nous, on a aussi passé beaucoup de temps à discuter avec les médecins, avec les infirmiers, avec les techniciens pour essayer de comprendre où sont les blocages d'usage, comment on pouvait rendre leur vie plus facile, est-ce qu'on avait besoin de retravailler l'ergonomie du dispositif pour qu'il soit aussi bien intégré dans leur flux de travail quotidien. Et récemment, de plus en plus, on a également un enjeu d'interopérabilité qui fait qu'on a aussi besoin de travailler avec les équipes informatiques des hôpitaux, savoir quel est l'outil qui a été choisi, enfin le ou les outils qui sont choisis et comment ça fonctionne. Dernier point, on a été aussi travailler avec les acheteurs hospitaliers qui font un travail d'analyse alors, ils travaillent avec le bénéfice-risque avec les médecins qui sont généralement demandeurs, mais ils ont aussi une analyse bêtement économique de combien ça va me coûter pour chacun des actes que j'ai et est-ce que mon département, mon service, il va être rentable ou pas. Et donc on a aussi travaillé là-dessus pour essayer de voir comment est-ce qu'on fixait les curseurs, comment nous on fixait la facturation pour vérifier que ce déploiement soit aussi au bénéfice des acheteurs.
Merci beaucoup. Alors, vous nous évoquez tout ça. Est-ce que tout ça, vous l'avez fait sur le marché français uniquement ou est-ce que vous avez fait des études au niveau international? Et comment est-ce que vous qualifieriez finalement notre beau territoire national? Est-ce que c'est facile de mettre ces études en place? Est-ce que c'est plus coûteux de le faire en France? Est-ce que voilà, vous pouvez nous partager un peu votre vision? Alors nous, on est parti du principe qu'effectivement, on ne pourrait pas être un champion si on n'était pas champion dans notre propre pays. Donc on l'a fait de manière très poussée en France et on a travaillé avec beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de régions pour être sûr qu'on ait quelque chose qui soit déployable nationalement. On l'a fait de manière légère, principalement pour être sûr de convaincre les investisseurs que la taille du marché global était importante dans un certain nombre de géographies, y compris les géographies européennes et asiatiques. Et on l'a fait aussi de manière assez poussée, mais un peu plus tard, lors de la série. Dans le tour d'amorçage, on ne l'avait pas fait, mais de manière plus poussée lors de la série A, donc c'est-à-dire le deuxième tour d'investissement, sur le marché américain pour être sûr de comprendre, parce qu'il est structuré de manière très différente, avec des enjeux de pouvoir et de décision qui sont très différentes. Et donc là, on avait aussi fait une analyse très poussée sur cette partie-là. Voilà. Donc on peut dire que vous avez utilisé la France comme tremplin. Alors, on a complètement utilisé la France. On a des hôpitaux qui sont hyper prestigieux en France. On a des médecins qui sont généralement keynote speakers dans des grandes conférences internationales de sociétés savantes. On a aussi, même dans des domaines, par exemple le Congrès européen de cardiologie, il y a encore quelques années, les internationaux, c'est-à-dire les internationaux hors Europe, hors US, allaient plutôt dans le Congrès américain. Et là, on voit qu'il y a plus de monde dans les congrès européens. Et donc, on a ces médecins français hyper brillants qui nous ont aidés à aussi aller échanger avec des médecins d'autres pays, tels que des médecins japonais, asiatiques, américains, canadiens, etc. Et avec voilà, une toile de fond toujours économique qui est là, on privilégie les conversations dans les pays où on compte déployer dans un premier temps. Et donc les résultats d'études cliniques réalisées en France, comment sont-ils perçus par les marchés étrangers? Ont-ils autant de poids? Vous permettent-ils d'entamer déjà des négociations avec des payeurs potentiels? Ou est-ce une première étape et quand même une obligation de venir démontrer sur la population locale que ça marche tout aussi bien qu'en France? Alors, ça dépend des choses. Le marquage CE, généralement, il est reconnu à peu près partout dans le monde, en dehors de la sphère américaine. Et donc, on peut, avec un marquage CE, aller déployer dans des pays en voie de développement, par exemple, ou au Moyen-Orient. De ce point de vue-là, la qualité, elle est reconnue. Les études cliniques qu'on avait fait en France, on les a réutilisées pour le marché américain avec une contrainte par contre qui était imposée par la FDA, que de démontrer que la population qu'on a observée est relativement similaire à la population américaine. On a la chance en France d'avoir une population diverse, variée. On a une terre d'immigration et donc que sont les États-Unis également. On a pu démontrer que la population observée était à peu de choses près similaire et donc on a pu réutiliser une partie de ces données. Ça ne nous a pas empêché de devoir refaire quand même une partie sur place, mais on a réutilisé une bonne partie des données. Quand il s'agit des essais cliniques sur place, il y a quand même quelques inconvénients. Alors la France, c'est très bien, j'en fais la promotion tout le temps, j'en suis très fier. On a eu quand même pendant la vie de l'entreprise une disruption sur les comités éthiques qui étaient à l'origine ceux des hôpitaux et pour des questions de prudence et d'éviter des conflits d'intérêts, ont été randomisés aussi, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, Monsieur Crémieux corrigera, mais à ce moment-là, quand ce changement de principe sur qui peut valider le fait qu'on est autorisé à déployer un essai clinique a été fait, nous on a vu une disruption et des délais et donc il faut revenir sur quelque chose qui corrige parce que même sur les essais cliniques, c'est un enjeu de compétitivité pour le pays et pour les sociétés françaises. Merci beaucoup. Alors, vous avez démarré par la France, vous avez fait vos premières études en France. Et maintenant, en termes de business, parce que vous avez fait un tour d'amorçage, une série A, est-ce que là, vous avez déjà fait la série B? Peut-être que c'est Chara qui pourra nous le dire, mais moi, j'avais vu des chiffres magnifiques, colossaux pour un gros déploiement. En termes de business, est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous partager quelle est la plus grosse part de votre business? Où sont vos premiers clients?
Et quelque part, est-ce que parce que vous avez des premiers résultats en France, la France est votre principal marché ou pas du tout? Non, alors la France n'est plus notre principal marché. Le principal marché sont les États-Unis. Alors oui, effectivement, on a fait série A, série B. On a levé au total à peu près 70 millions d'euros. Il y a encore quelques années, c'était effectivement Bravo. colossal, merci. On voit aujourd'hui, grâce à notamment l'écosystème qui se met en place, des levées de fonds bien plus impressionnantes que ça. Mais c'est vrai que dans le secteur de la santé, on est assez fiers. Les États-Unis, on est rentré sur le marché américain donc en début 2019 et aujourd'hui ça représente à peu près 2 tiers de notre chiffre d'affaires. Le reste étant en France. Aujourd'hui on est très concentré sur ces 2 pays, mais on a une dynamique en France où on est leader, où on a une situation de soutien très fort et donc clairement on se repose aussi là-dessus pour se redonner des armes pour aller conquérir d'autres marchés et on en a plein d'autres dans le viseur bien sûr. Merci beaucoup. Chara, vous avez soutenu, accompagné BioSerenity avec le fonds patient autonome. Non, d'accord. D'autres fonds de BPI, d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous partager comment est-ce que vous avez, quels étaient vos critères de sélection? Parce que, et Pierre-Yves nous partage, c'était très risqué, des enjeux autour des résultats d'études cliniques qui sont longs, on ne sait pas quels vont être les résultats. Qu'est-ce qui a fait que vous avez identifié que c'était une pépite? Alors nous, on n'a pas investi dans BioSerenity, mais en fait, le raisonnement, il est assez simple, presque, je dirais ça comme ça. Donc, on pense en fait que tous les investissements qu'on fait, a priori, sont des pépites. Il faut pouvoir être extrêmement ambitieux parce qu'on sait en fait que les difficultés sont devant nous et forcément il va y avoir en fait un peu de dégradation. Donc il faut être extrêmement exigeant au départ. Exigeant, ça veut dire quoi? Ça veut dire une innovation en fait qui est extrêmement transformante, qui répond à un vrai besoin de marché et qui peut être à terme scalable. Donc ça veut dire en fait qu'il y a un modèle économique qui pourrait être posé. Nous, en fait, on peut financer cette étape avant que le modèle économique soit viable, soit fixé. Il faut qu'il y ait une équipe qui transforme ça. Alors elle peut très bien ne pas être complète, mais en fait que la vision soit présente. C'est pas nous en fait qui prenons le crayon pour décrire la roadmap ou le BP, mais même l'explication des étapes futures. Nous, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on écoute le management et qu'on l'aide. On l'aide en fait par des itérations du brainstorming à continuer à rêver. Pour voir s'il y a un alignement sur la capacité à créer une grande histoire. Ça, c'est important. Mais il faut que la vision soit dans l'équipe. Il faudrait coller votre micro. J'ai pas compris. Il faudrait coller votre micro. Ah, comme ça? Ouais, bien sur votre D'accord. Bon, pardon. J'ai un peu perdu. Une vision, continuer à rêver, à voir grand, mais être structuré. À être structuré, à être conscient en fait des difficultés qui s'offrent, qui sont devant nous. En fait, il faut qu'il y ait une équipe qui soit en fait, on va dire, pragmatique. Voilà. Et puis bon, une part de marché en fait qui soit importante. Alors pas forcément importante. Peut-être des fois en fait que le marché peut être plus réduit, mais le service médical rendu est tel qu'il peut y avoir une scalabilité évidente hors de France. Et évidemment, en fait, je rejoins ce qui a été dit. La première étape, c'est la France. On intègre extrêmement facilement, rapidement, en fait, à T égale 0, en fait, le déploiement en fait, hors de France. C'est clé pour augmenter la création de valeur. Ça, c'est une manière en fait d'augmenter la création de valeur. L'autre manière aussi, c'est quand on parle avec la société en question, c'est de se dire, est-ce que l'innovation qu'il porte, c'est, on va dire, une solution, on va dire, parapluie, qui va pouvoir en fait abriter d'autres choses, ou bien en fait on est dans la partie, on va dire, tiers, pas du tout agrégatrice, qui
qui vient nous voir. En fait, ce sont deux manières de réfléchir qui ne sont pas les mêmes. On préfère en fait que la solution cœur capable en fait d'agréger les autres solutions soit en face de nous. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que vous apportez une grande importance quand les entrepreneurs viennent vous voir avec une innovation digitale, numérique, toujours dans le domaine de la santé, s'ils viennent initialement avec peu finalement de connaissances du domaine ou une stratégie clinique qui n'est pas vraiment construite, est-ce que ça, c'est un frein ? Oui. Je vais dire réellement oui. En fait, c'est pas tant que qu'on ait des preuves à date que ça fonctionne, etc., etc. Il faut quand même avoir des prémices de choses que nous dire en fait que la solution peut rencontrer son marché. Il ne faut pas que ça soit en fait une innovation qui est construite sur le papier. Ça on ne fera pas. Non, on ne va pas demander aussi que l'équipe soit complète. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'équipe managériale ait conscience qu'il faut un essai clinique parce qu'elle a discuté avec son écosystème de clients déjà, même si elle n'a pas signé de contrat. Et donc, elle a conscience, en fait, à peu près du chemin critique qui est face à elle. Oui, c'est très clair. Pour créer de la valeur médicale, finalement. Ouais, merci beaucoup. Alors, si je ne me trompe pas, il existe des dispositifs qui sont mis en place dernièrement. Est-ce que vous voulez peut-être nous en parler ? On a des grands défis, on a des appels à projets, on a des appels à manifestation d'intérêt. Peut-être que je peux passer la parole à Nicolas qui connaît mieux. Comme ça, en fait, tu veux Nicolas vous pourra en fait échanger sur ce type de sujet, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses en fait pour financer l'expérimentation. C'est ça. Et avec des appels à projets, des appels à manifestation d'intérêt. Et c'est pas mal parce que ça permet en fait d'avoir de la subvention et être dans des consortiums, un écosystème toujours qualifié avec ses clients pour accélérer les preuves. Oui, très bien. Donc il existe aussi d'autres sources de financement qui sont mises à disposition des sociétés et qui peuvent permettre, une fois de plus, d'accélérer ou d'en tout cas mettre le pied à l'étrier avant même une levée de fonds, mais pour apporter des éléments de preuve déjà un peu tangibles. Monsieur Crémieux, en tant qu'hospitalier français, comment est-ce que vous accompagnez les entrepreneurs dans le domaine de la santé numérique ? Comment est-ce que vous collaborez notamment avec la BPI ? D'abord, pour reprendre le sujet précédent sur le fait de partir à l'étranger ou pas, j'ai plutôt un rapport très décomplexé avec le reste du monde. J'ai beaucoup voyagé, j'ai grandi à l'étranger, je connais bien les États-Unis. Je pense qu'il faut faire attention à plusieurs choses. Premièrement, à l'effet d'optique. Quand on vous présente les 5 qui ont réussi, on oublie de vous présenter tous ceux qui sont perdus dans les rues de Boston et de San Francisco. Et là, les statistiques sont compliquées à trouver, mais il y en a beaucoup qui sont partis avec l'espoir de réussir ailleurs et qui ont oublié de prévenir la télé, les journaux et d'autres, et vous, que ça ne s'était pas bien passé. La deuxième chose, c'est que partir à l'étranger en espérant y trouver un contexte réglementaire plus simple est une illusion. Le contexte réglementaire français dans le champ de la santé, il est compliqué, indiscutablement. Il n'est pas plus compliqué que partout ailleurs en Europe. Et à mon avis, il n'est pas plus compliqué que le contexte réglementaire américain. Il est même plus lisible, plus homogène. Quand vous avez fait une démonstration en France, vous avez fait une démonstration en Europe, et quand vous avez démontré à l'Europe, vous avez en partie démontré au monde. Si vous avez une démonstration à San Francisco avec une HMO et un assureur, vous avez fait la démonstration avec San Francisco, une HMO et un assureur. Et ensuite, il faut aller faire le tour des États américains et aligner votre réglementation, tout ça. Donc la réglementation ailleurs, méfiez-vous, en plus elle a un coût d'accès qui est élevé. Il faut commencer quand vous arrivez à Boston, avant votre chambre d'hôtel, choper un avocat qui va vous expliquer, un avocat au sens connaisseur de l'administration, hein, pas pour vous défendre tout de suite, mais qui va vous expliquer par où y arriver. La deuxième chose, c'est qu'on peut aller à l'étranger en espérant avoir moins d'administration. Alors vous savez ce que je représente ici, plutôt un secteur administré, je suis directeur de CHU, etc. De nouveau, comparer l'administration d'un CHU français avec celle d'une holding d'hôpitaux privés américains. De nouveau, je connais mieux Boston que d'autres endroits. Je pense que vous ne serez pas déçus. En tout cas, commencez par aller voir avant d'avoir l'illusion que ça va être beaucoup plus facile ailleurs qu'à Paris. Troisièmement, et là je suis un peu plus modeste, est-ce que le modèle économique français qu'on vous propose, il est plus simple qu'ailleurs ?
Je crois. Alors pardon, sur les deux points précédents, je termine en disant qu'on s'est considérablement amélioré depuis quelques années. Je pense que les éléments réglementaires se sont non pas assouplis, mais adaptés aux enjeux du numérique. C'est vrai de l'HAS, c'est vrai de la NSM, c'est vrai du CEPS, c'est vrai de tous ces organismes administratifs qui traitent de la question de la santé numérique. Et je pense que du côté administratif, on a également, en tout cas je l'espère, fait voilà, un bond considérable ces dernières années. Est-ce que le modèle économique est plus favorable à l'étranger ? Là, il faut être un peu plus modeste, ça dépend un peu de ce que vous portez comme projet. Et c'est vrai que la difficulté du modèle économique français, c'est qu'il est très segmenté. Bon, un certain nombre d'entre vous viennent me voir en me disant « j'ai une idée géniale qui va coûter très cher à l'hôpital et rapporter beaucoup d'argent à la Sécu ». Et là, je réponds, je suis directeur d'hôpital, c'est un peu compliqué pour moi. Les projets qui coûtent à l'hôpital mais rapportent à la Sécu, d'autres vont voir des médecins libéraux en disant on a un super projet pour vous, il va vous faire gagner de l'argent, il va en faire perdre à la Sécu. Et à ce moment-là, la Sécu dit c'est pas possible. Donc c'est vrai que l'inconvénient qu'on a en France, c'est qu'on a un modèle économique qui aujourd'hui est segmenté, est très organisé autour du soin et assez peu autour de l'évitement du soin. Or, il se trouve que la plupart de vos solutions, elles sont intelligentes et elles essayent d'éviter le soin, de maintenir en bonne santé, de reporter le soin, d'éviter l'hôpital, d'éviter la consultation, etc. Donc sur le modèle économique, je pense qu'on a encore des efforts à faire et ça fait la transition avec la question qui m'était posée, comment je fais pour essayer de vous accueillir et comment est-ce que globalement les CHU font pour essayer de vous accueillir. Premièrement, c'est de faire en sorte qu'on soit des lieux accueillants pour vous connecter tout de suite aux malades et aux médecins. Pardon du truc un peu caricatural, mais il y a quand même beaucoup de gens qui portent des projets dans le champ de la santé numérique qui ont vu de très très loin et un malade et un docteur. Ce qui n'est jamais le cas dans le champ du médicament. Le médicament, historiquement, il naît de la consultation et du lien entre un médecin qui rencontre un malade pour lequel il y a un problème. La difficulté qu'on a dans le champ de la santé numérique, c'est que l'idée initiale, assez souvent, elle naît loin de la consultation ou de la prise en charge du malade. Donc notre premier boulot, c'est de vous raccrocher aux malades, aux médecins, à sa prise en charge, et c'est un premier enjeu majeur. Deuxième boulot, c'est d'essayer de faire que, sur le plan réglementaire et sur le plan administratif, on vous facilite au mieux les choses. Il y a plein de CHU qui ont mis en place des structures d'accueil, les directions de la recherche clinique et de l'innovation savent de mieux en mieux faire. On essaye de pré-contractualiser avec un certain nombre d'entre vous pour se dire on ne sait pas quel va être le sujet dans 6 mois, mais pour ne pas vous faire perdre 3 mois à ce moment-là entre nos services juridiques et les vôtres, on essaie de pré-contractualiser sur les données de santé, par exemple, sur qu'est-ce qu'on fera quand on aura des données de santé à partager, sur des questions réglementaires, sur l'accès aux services, etc. Et puis le dernier sujet, c'est de faire le lien entre les 3 trépieds du système, les innovateurs, beaucoup d'entre vous ici, les hôpitaux, les médecins, les malades, deuxièmement, et troisièmement, les investisseurs. Ceux qui vont nous accompagner dans ce chemin long, difficile et coûteux qui va amener de J0 à 2, 3, 4 ans après, quand on va pouvoir et quand vous allez pouvoir rentrer sur un marché et commencer à avoir un retour sur investissement. Voilà ce que j'essaie de faire et puis j'essaie de bosser avec la BPI pour vous accompagner le plus en amont possible et c'est à chaque fois avec grand plaisir. Merci beaucoup. Écoutez, il nous reste 12 minutes. On va ouvrir aux questions. N'hésitez surtout pas. C'est vraiment le moment. On est là pour répondre à toutes vos questions. Merci Nicolas. Bonjour, merci. Moi, je ne suis pas du tout dans le milieu, je suis dans l'éducation nationale, mais moi, j'avais 2 questions, parce que je m'intéresse à la santé. D'abord, quels sont demain, en fait, les grands enjeux de santé? Bon, on vous avait parlé des ALD, c'est-à-dire des maladies chroniques. Alors, je pense que les pays riches, mais même les pays en voie de développement, sont concernés par des problématiques de santé qu'on peut déjà cibler pour ceux qui veulent se lancer. Et puis, ma deuxième question, vous parlez de marchés internationaux. Alors moi, je me dis, mais ça concerne même les pays riches, parce que quand on est dans le numérique, quid des pays en développement, de l'Afrique, ou est-ce que s'ils sont concernés, est-ce que nous avons justement des jalons avec des jeunes innovateurs sur le continent africain, en Asie, parce que je pense que ceux-là, ils auraient besoin aussi d'être un peu les champions de l'innovation, qu'on puisse les aider. Voilà, c'était mes 2 remarques. Je peux juste répondre à un point. En fait, puisqu'en plus vous êtes dans l'éducation nationale, je pense que la formation en santé, le numérique vient faire monter en compétences en fait plus facilement des zones en fait, puisque même la mobilité devient plus compliquée aujourd'hui et donc voilà, à distance.
le transfert de compétences grâce au numérique, mais transfert de compétences, on va dire médicales, est un vrai sujet que nous, en fait, on adresse, on en a fait en fait une priorité. Donc, c'est une réponse à votre question. Voilà. Madame Adno, je vous laisse prendre la première. Oui, je voulais juste témoigner d'une expérience ayant eu plusieurs mandats internationaux, dont certains dirigés vers l'Afrique francophone. En fait, franchement, certains pays ont développé des systèmes dont la France serait jalouse, littéralement. Suivi des diabétiques, suivi des femmes enceintes. Vous avez des choses absolument extraordinaires. Donc pourquoi ça se fait, et parfois même plus vite qu'en France? Parce qu'il y a certaines règles qui, un peu comme pendant la période Covid, qui ne sont pas, et donc résultat, ils avancent. Alors après, bon, il faut réguler les choses si besoin est, mais n'empêche qu'il ne faut pas penser, c'est l'inverse, ils ont sauté à pieds joints dans un autre monde, hein, dans bien des domaines. Hein. Merci. Oui. Sur les ALD. Juste pour compléter, effectivement, moi je trouve que l'une des caractéristiques de la santé numérique, c'est comme elle est souvent à coût marginal nul, elle peut effectivement se déployer à plein d'endroits et on a des surprises, ce qui n'était pas le cas historiquement. Je sais pas moi, un lit de réanimation, c'est pas un coût marginal nul. Ça coûte très cher un lit de réanimation avec l'équipement, les professionnels autour, le temps de la formation, etc. Il y a plein d'applications en numérique dont le coût marginal de leur déploiement dans des pays entiers est proche de zéro. Donc ça vient, c'est pas la réponse à chaque fois, mais ça vient quand même perturber beaucoup de la question de savoir si une innovation, elle est accessible à tout le monde, etc. L'un de mes combats en ce moment, c'est l'accès aux soins des quartiers nord de Marseille. Je pense que sur la question numérique, on pourrait y apporter une partie des réponses et où ce n'est pas un enjeu voilà, d'argent ou d'accès. Deuxième remarque, c'est que l'une des difficultés en France, c'est que vous venez avec des éléments qui viennent perturber le système. Par exemple, sur le suivi à distance des femmes enceintes, vous venez perturber le modèle économique des sages-femmes libérales, des médecins libéraux, des gynécos libéraux et des hôpitaux. Et donc, comme vous venez perturber le modèle économique, à un moment, il faut à la fois que les décideurs décident d'y aller, parce que l'équilibre global est meilleur, et puis l'autre part, il faut éventuellement qu'on fasse des opérations de transition, quoi. C'est-à-dire qu'on accompagne le fait que certains professionnels vont perdre une partie de leur modèle économique au bénéfice général et au bénéfice particulier d'un autre acteur. Et ça, la France est en train d'entrer dans ces logiques-là. C'est forcément à inertie un peu lente parce que derrière, il y a des gagnants, des perdants, etc. Il y a des pays dans lesquels on n'a pas cette difficulté de l'antériorité et où parfois on peut déployer beaucoup plus vite. Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. Pour rebondir justement sur la thématique, mais du coup peut-être inversée, je représente une entreprise d'un pays du sud, du Brésil, où on a développé justement des solutions pour plus de 30 millions de patients. Et on fait le chemin inverse. Donc on est parti du Brésil et on est en train d'ouvrir notre présence en France. Quel serait l'accueil d'une entreprise, d'une start-up de télémédecine, télédiagnostic étrangère d'un pays du Sud dans l'écosystème français auprès des CHU, auprès des fonds d'investissement? Merci. Nous, je ne vois pas pourquoi il y aura un mauvais accueil. Nous, personnellement, à la Haute Autorité de Santé, on a été responsable du cahier des charges pour tout ce qui est téléconsultation, télésoins, etc. Donc c'est fait, tout ça est sur le site de l'HAS et il n'y a strictement aucun problème. Hein. Je ne vois pas qu'est-ce qui ferait qu'il y a un empêchement, sauf mauvaise solution bien évidemment, mais de se déployer. Ça y est, c'est en route. La téléconsultation maintenant est une chose commune, les chiffres sont là pour le dire. Le télésoin se met en œuvre. Voilà, donc les choses sont en cours maintenant. On a une question en ligne Oui. pour Madame Adno. Comment la HAS va évaluer les thérapies digitales pour permettre une prise en charge pour les patients? Alors pour évaluer ce qui nous concerne, les dispositifs médicaux qui, je rappelle, sont destinés à avoir un remboursement, c'est parce que l'industriel a souhaité avoir un remboursement, on est équipé et j'allais dire que ce soit un dispositif habituel ou un dispositif numérique, ça pose strictement aucun problème. On a des experts,
On a travaillé sur l'intelligence artificielle, on a déjà donné des avis favorables, des avis suffisants sur des dispositifs. On vient récemment encore d'en donner. Vous le découvrirez dans quelques semaines. Donc voilà, les choses se font sans aucun problème. En revanche, il faut que les choses soient claires au niveau de la Haute Autorité de Santé. Nous n'évaluons rien, je dis bien rien, parce que la question est souvent posée et on nous dit qu'on a un goulet d'étranglement. Je rappelle que pour la CNEDIMS, on met 90 jours. Le forfait innovation, c'était 75. Et pour le reste, c'est rien. Parce qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire toutes les solutions qui sont utilisées par des professionnels. Donc il n'y a pas le passage par la case HAS. Oui. Est-ce qu'il y a... Oui. Bonjour, je suis Romain Bollard, je suis interne en médecine et ingénieur de formation. Je vous remercie pour vos interventions, c'était très intéressant. J'ai deux questions pour Mme Louafi. Quelle est la part de soignants ou de médecins avec qui vous prenez vos décisions en pourcentage, grosso modo? Et puis une deuxième question, comment est ressenti par l'investisseur le fait qu'un business model peut être basé sur la T2A, qui est une variable étatique, donc qui peut être manipulée par le législateur à tout moment, avec une constante qui est le PIB consacré à la santé, qui est de 12% environ. Par exemple, l'exemple des ECG, si on démultiplie les ECG, l'État va diviser et la constante finale sera toujours la même somme consacrée à l'ECG. À l'EEG, pardon. Alors pour la réponse à la deuxième question, en fait, dès que c'est pas stable, mouvant, sujet en fait à, on va dire, à une décision politique, on regarde à l'extérieur de la France. On se dit en fait qu'il y a besoin de maturité sur ce sujet en termes de modèle économique en France. Et donc du coup, on regarde la proposition de valeur du coup de la société. La société doit être observée, on va dire, comme si elle allait attaquer d'autres marchés et revenir ensuite en France. Et donc du coup, il faut qu'elle intègre dans ses essais cliniques des patients allemands ou etc. ou belges, parce qu'aujourd'hui la Belgique est assez en avance sur ce type de sujet. Voilà, pour ne pas s'enfermer sur ce type, sur un modèle économique qui est pas stable. La première, en fait, on est très en contact avec les équipes médicales, grâce à, par exemple, François, qui nous ouvre aussi les portes de l'hôpital. C'est obligé, en fait. Mais avec ce bémol où l'usager n'est pas le décideur, n'est pas le payeur en France. Vous voyez ? Donc on a une espèce de triptyque qu'on doit... Mais évidemment, si on n'a pas convaincu le médecin, c'est même pas la peine, en fait. Donc il est plus que jamais en fait au cœur de la décision. Je vous fais juste un retour d'expérience. On a tout le temps cette question. Est-ce que le business model, il est basé sur des remboursements qui vont changer? Et dans notre cas, c'est clair, il est basé là-dessus. Et donc, dans le business model est pris en compte le fait que potentiellement les remboursements vont être diminués. Alors, Dieu merci, c'est pas notre domaine, mais par exemple, les remboursements de CG, de patch ECG de longue durée aux États-Unis sont passés de $255 remboursés par Medicare avec un changement qui a eu lieu en janvier 2021, qui est passé une recommandation de Medicare. Alors, bien sûr, tous les assureurs privés ne sont pas obligés de suivre, mais quand même à $85. Le cours de bourse du leader dans le domaine, qui est une société qui s'appelle iRhythm, il s'est cassé la gueule en l'espace de 2 semaines de 40%. C'est une catastrophe pour les investisseurs et c'est un avertissement pour tous les investisseurs futurs qui voudraient rentrer là-dedans en créant leur business model là-dessus. On sait, alors c'est pas quand même tout à fait mathématique, mais qu'effectivement, s'il y a une augmentation brutale du volume d'un acte, le payeur a tendance à le couper pour essayer de rester avec une enveloppe globale qui sera plus ou moins le cas. Ça, c'est le cas un peu bête. Par contre, parfois, on a des transformations d'usage et donc, si il y a une augmentation brutale du volume, mais qu'elle est corrélée avec une diminution du volume d'hospitalisation, cette diminution brutale, elle ne va pas forcément avoir lieu. Mais bon, pour répondre très, très, très concrètement, en gros, ils savent que si le changement de code a eu lieu dans les 2 années avant, ils peuvent investir à peu près tranquille, ça ne va pas non plus rebouger tout le temps. Si ça fait 5, 6, 7 ans que le code n'a pas bougé,
il y a une inquiétude de la part des investisseurs qui se disent tiens, finalement, peut-être que ça peut se casser la figure. Mais si je me permets de vous rassurer, 3 remarques, et par analogie avec le monde de l'industrie pharma, le modèle économique français est considéré comme étant extrêmement stable et donc plutôt rassurant. On n'a pas les sauts, comme on vient de les évoquer, justement parce que c'est un système qui est administré. Et donc, voilà, il y a des négociations une fois par an. Donc, globalement, c'est stable. Et quand on regarde l'évolution des prix des dernières années, c'est hyper stable. C'est parfois stable à la baisse ou stable à la hausse. Mais c'est globalement stable. Il n'y a pas d'à-coup brutal et vous ne pouvez pas être victime. Et vos investisseurs ne seront pas victimes d'une décision unilatérale de brusquement, on sabre le truc par 3. Première remarque. Deuxième remarque, la critique que fait l'industrie pharma depuis longtemps en France, ce n'est pas la stabilité du modèle économique, c'est éventuellement le débat sur la somme d'argent qu'on consacre à la santé. L'industrie pharma a tendance à considérer qu'on devrait investir plus dans l'innovation, payer des médicaments plus chers, etc. Dont acte. Mais ça, en tout cas, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et donc, de nouveau, le système français, il est pour ça plutôt rassurant pour les investisseurs. Hein. Donc merci à tous. Malheureusement, c'est la fin. Merci d'avoir participé. On espère que tout cela vous aura apporté beaucoup d'informations complémentaires. Et puis on reste à votre disposition si vous avez besoin de poursuivre les échanges. Merci. Au revoir. Merci à tous.